place to go. Have no place to go. Darling, have no place to go. Have no place to go. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Alors, la conférence d'aujourd'hui a pour objectif de parler de l'édition de jeux et des différentes techniques et des problèmes que ça pose. Et les deux invités vont se présenter. Je laisse commencer. Donc je suis Gabriel Thomas, je suis auteur sur la gamme Aegyptus qui est apparaître chez Origins. Donc c'est un jeu de rôle qui est en cours d'édition et qui est sur les pages. Donc on y incarne des personnages qui évoluent en Égypte ancienne et qui voilà, c'est un jeu historique fantastique et c'est apparaître donc voilà chez Origins. Moi c'est Eric Blaise, je suis l'auteur de Super Six, un petit jeu de rôle qui permet d'incarner des super-héros dans la pure traduction des Marvel, des DC, avec les costumes, les identités secrètes, les super-vilains qui veulent dominer le monde, qu'on bute, qui reviennent, qui re-reviennent, et puis voilà, vraiment le genre super-héroïque. Donc moi je suis auteur, mais moi par contre je suis en cours d'édition aussi, mais tout seul. Je passe pas par un éditeur, j'ai pris le choix de m'auto-publier. Voilà. Et donc moi je suis le président de l'association qui gère le site Le Guide du Risque Galactique. Donc nous on a plutôt une vision extérieure de tout ça, nous n'éditons rien, mais nous voyons passer des auteurs, des éditeurs et nous voyons les difficultés des uns et des autres. Alors, première étape, tu as pris l'auto-édition, bah, vas-y explique pourquoi. J'ai pris l'auto-édition pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que en tant qu'auteur, j'ai une espèce de, pas d'ego surdimensionné, mais de fierté qui fait que j'aime bien avoir le contrôle complet sur ma création. Je sais qu'à partir du moment où je m'auto-publie, c'est moi qui décide tout. Ça c'est la première raison. L'autre raison, c'est aussi que comme c'est la première fois que j'écris un jeu de rôle, j'ai pas forcément assez de confiance en moi pour proposer à tous les éditeurs. Pour aller démarcher l'éditeur, dire voilà, vous êtes un éditeur, vous ne me connaissez pas, tenez, voilà, c'est super site, c'est bien, c'est génial, vendez-le. C'est les deux raisons principales qui font que je me suis lancé dans l'auto-édition. Et il y a une autre raison aussi qui m'a fait prendre ce choix-là, c'est que les technologies ont évolué. Il y a quelques années, c'était très compliqué de faire l'auto-édition parce qu'il fallait voir un imprimeur, il fallait imprimer les livres, c'était vraiment presque, c'était pas à la portée de n'importe qui. Depuis quelques années, il y a pas mal de plateformes comme lulu.com qui permettent de faire de l'impression à la demande, où le livre est imprimé que si quelqu'un l'achète. Du coup, en tant qu'auteur, c'est vachement pratique parce qu'on n'a pas de frais, on n'a pas d'argent à avancer. Le livre, il est maquetté, il est prêt, il est sur la plateforme. Si quelqu'un l'achète, il paye, il est fabriqué, il est livré. On n'a plus autant de logistique, plus autant de frais à avancer qu'il y a quelques années. Donc je me suis lancé. Sinon, effectivement, je ne serais jamais lancé tout seul dans l'édition d'un jeu. Alors toi, tu n'as pas choisi pour l'instant la voie de l'auto-édition, donc je viens de dire pour l'instant. En fait, pour mon premier jeu, je voulais passer par les soins d'un professionnel en fait de l'édition, un éditeur qui m'apporte conseil et qui suit chaque étape du travail qui est fait sur Aegyptus, sachant que je suis auteur et que en toute honnêteté, j'ai pas de compétences de maquettage, je suis pas illustrateur, je suis pas voilà, ça demande aussi une gestion tout autre, c'est-à-dire que si on travaille avec des gens, il faut les payer, il faut passer par cette étape. Et j'avais envie de livrer des textes et de confier ça à un éditeur traditionnel et classique pour mon premier jeu. Après, moi, je ne suis pas du tout fermé à une optique, pour moi c'est pas un choix draconien, je pense qu'il y a des projets, moi je trouve que Eric a beaucoup de courage, en tout cas c'est une vraie preuve c'est une vraie décision, un vrai choix de passer par l'auto-édition. D'autant que j'ai des super sites, je pense, bien engagés et j'ai des amis qui sont passés par l'auto-édition et c'est un choix qui s'est révélé payant. Je pense à des titres comme Punch Unit, je pense aussi à Soleil Noir plus récemment, mais il y en a d'autres et qui passent par Lulu et qui du coup font que ce sont quand même des supports viables qui font qu'on prend assez peu de risques quand on va dans cette voie-là. Moi maintenant, voilà, j'avais envie de faire un travail collaboratif avec un éditeur et de passer par la voie classique pour vraiment donner les meilleures chances à mon premier jeu et je me refuse rien dans l'avenir en fait. Voilà.
Alors, le prof d'économie que je suis signale quand même que Lulu, c'est intéressant si vous faites une petite série, parce que si vous voulez sortir en grande série, les prix ne baissant pas ou Oui, il n'y quasiment a pas vraiment il n'y a pas d'économie d'échelle. Il n'y a pas d'économie d'échelle. Donc vous partir en impression à la demande, c'est bien pour des petites séries. Par contre, pour des grandes séries, c'est pour des petits tirages, mais et des petits tirages qui sont relativement chers par rapport à l'objet physique, quoi. Oui, le prix Voilà, à la c'est page le chez prix. Lulu est cher, mais c'est un prix qu'on n'avance pas, donc c'est un compromis. Je décide de payer l'impression cher, mais c'est pas moi qui paye, au final c'est compris dans le prix final de l'objet que va acheter la personne qui voudra jouer à mon jeu, et du coup ça me fait aucun danger. Il y a vraiment zéro risque. Si une opération blanche, si personne n'achète, il n'y a pas d'argent qui rentre, il n'y a pas d'argent qui sort. L'opération n'est pas nécessairement blanche, c'est-à-dire si tu as mis un prix rémunérateur, Lulu te payera. Oui. Et que tu as des ventes. Oui, non, je veux dire, quand c'est une opération blanche, Si tu gagnes 1 euro il n'y a pas de vente, il n'y a pas de 50, ça va pas te payer ton temps de travail, mais ça c'est autre chose. Et du coup, toi, tu as dû payer des illustrateurs, etc. Ouais, moi en tant qu'auto-éditeur, je suis aussi entre guillemets chef de projet. C'est-à-dire que comme j'ai pas un éditeur pour m'appuyer sur toute la partie logistique, sur la partie collaborateur, c'est moi qui dois démarcher les gens. C'est moi qui dois trouver un illustrateur, c'est moi qui dois trouver un maquetteur, éventuellement les payer, éventuellement négocier pour pas les payer tout de suite, ou pour les payer, ou pour après les enchaîner en package de tout. Non, j'enchaîne personne. D'accord. Mais ouais, c'est à moi de trouver, des manières de faire pour pouvoir avoir des illustrations, pour pouvoir avoir des maquettes, sachant que techniquement un jeu, s'il n'y a pas au moins la couverture, c'est un jeu qui n'existe pas. Moi j'ai fait l'expérience avec mon jeu, ça fait depuis des années que je travaille dessus, que j'ai du test, que je fais jouer, que j'ai une mécanique qui tourne. Et le jeu a commencé, les gens ont commencé à en parler, et j'ai commencé à faire des essais en convention, ça a commencé à avoir plus ou moins des interactions avec le public, à partir du moment où j'ai fait l'effort de payer un illustrateur pro et la couverture qui est là. À partir du moment où j'avais un nom et la couverture, c'est là que quelque part mon jeu il existe professionnellement. C'est là que les gens en parlent, qu'en convention. Un truc tout bête, mais dans une convention, j'ai fait Octodone, j'ai fait là les rencontres ludiques hier à après-midi. Si jamais on te dit voilà, c'est un auteur qui vient présenter ton jeu, que tu as un nom, et encore des fois les gens en création, il n'y a pas forcément de nom définitif, que tu n'as pas de couverture, je comprends les gens ils sont frileux. Moi on me dit ouais, je présente un truc de super-héros, ça parle de quoi, machin, ça ressemble à quoi, ça ressemble à rien, j'ai pas encore d'illustrateur, ça marche pas. Donc effectivement moi j'ai sur mes fonds propres, vu que je m'autopublie, j'ai payé l'illustration, effectivement ça aide. Ensuite ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en général dans le milieu du jeu de rôle, les gens sont vraiment adorables, que ce soit Gabriel, que ce soit d'autres gens, les gens sont des bisous. Non, au-delà des bisous, moi je sais que sur la maquette, sur les illustrations, c'est des gens qui me prêtent des illustrations noir et blanc. L'illustrateur, j'ai un illustrateur, il fait ok, c'est juste du noir et blanc rapide, ça ne prend pas trop de temps, pour l'instant je te fais pas payer. Okay. C'est des illustrations toutes simples, c'est des trucs comme ça, tu vois, c'est quelque chose. Et c'est un pari qu'on fait sur ton jeu. Voilà, et puis c'est quelque chose qui va pas lui prendre trop de temps parce que voilà, le temps c'est de l'argent. Un illustrateur, il a différents projets, il a différentes choses à faire. Il peut pas consacrer énormément de temps à un projet qui n'est pas rémunérateur. Donc, la maquette c'est pareil. Surtout que le Tony Martin qui met sur la maquette, il a plein de projets divers et variés, il fait un peu toutes les maquettes de tous les jeux. Donc effectivement, moi je passe après parce que c'est gratuit, je ne rémunère pas, c'est tout à fait normal, je le comprends. Mais c'est plutôt chouette, donc on peut éventuellement se lancer sans trop de dépenses d'argent, en tout cas au début. T'es donc dans une dimension, on va dire, artisanale de la fabrication du jeu, pas encore dans quelque chose, on va dire, de plus... je pense à cette notion de grande série, je pense quoi. qu'on peut même dire quasiment amateur. On est à la limite de l'amateur et du professionnel. Ouais, quand tu amateur éclairé dans ce cas-là. Ouais. Tu prends ton demande, etc. On est dans la limite floue entre l'amateur et le professionnel. Ouais, si jamais... Amateur éclairé. Si jamais il y a un curseur entre le total amateur et le total professionnel, je suis juste avant la moitié. C'est ça. On en est là. C'est ce qui pose des problèmes au grog parce que nous on a une blasonnier qui différencie jeu amateur et jeu professionnel et il y a des endroits où la frontière est floue et on ne sait pas exactement. Enfin, on a des critères mais c'est compliqué. Sur le grog, je suis en JDR amateur par exemple. Je suis pas encore professionnel. Tu ne le serais plus, tu ne l'es plus à partir du moment où je le passer par Lulu. Il est vendu et quelqu'un gagne de l'argent. Il n'est pas encore vendu. Voilà. S'il est vendu sur Lulu, quelqu'un gagne de l'argent, ne serait-ce que Lulu. Donc pour nous c'est professionnel, mais on est obligé d'avoir ce genre de critères et des fois de dire à quelqu'un qui pense avoir fait un jeu amateur qu'il a juste mis en vente sur Lulu, faire non, mais parce qu'il est en vente sur Lulu, c'est un professionnel. Tu gagnes de l'argent avec on va le traiter. Tu es un professionnel. Tu gagnes de l'argent ou quelqu'un gagne de l'argent. Ou quelqu'un.
on sait pas L'imprimeur. forcément où va L'imprimeur l'argent, gagne mais à partir du moment où un Voilà. jeu est vendu, l'auteur, Mais c'est un jeu professionnel. Mais du coup, il y a des gens qu'on a surpris en disant non, mais ton jeu est professionnel, de notre point de vue. Mais après, il faudrait changer peut-être les termes parce qu'on n'a pas trouvé de meilleurs termes. Alors, il y a autre chose, hein, l'éléphant au milieu de la pièce que personne ne regarde, c'est quand même qu'il y a une autre forme d'édition aujourd'hui qui se développe beaucoup, c'est la souscription. La souscription au crowdfunding, Kickstarter, Ulule et d'autres plateformes. Black Book a sa propre plateforme. C'est aussi une autre forme. Et dans certains cas, c'est des amateurs qui sortent leur jeu exclusivement par la souscription et parfois en ne prévoyant absolument pas de les vendre en magasin, juste les vendre aux souscripteurs. Du coup, on retrouve l'aspect pas de risque. Je ne vais pas de tirage que je vends. Voilà, on sait que tout va être vendu. Et d'autres fois, c'est des éditeurs professionnels qui passent par la souscription. Puis on a même des personnes comme Eric qui vont passer par Lulu, mais qui au préalable feront une souscription pour financer des postes qui sont conséquents. L'illustration, pour pouvoir rémunérer les personnes qui travaillent avec moi, il va falloir soit que je prenne sur mes fonds propres à un moment donné, soit que je passe par une souscription, c'est sûr. Il va falloir, si jamais quand le jeu sera finalisé, il faut que je paye les gens qui m'ont aidé, qui ont travaillé dessus. C'est une obligation. Donc voilà, la souscription, c'est quelque chose qui se développe beaucoup dans le jeu de rôle et qui a des avantages et inconvénients, parce que j'ai vu certains projets se publier grâce à la souscription qui ne seraient jamais sortis s'il n'y avait pas eu la souscription, et ça aurait été une bonne chose qu'ils ne sortent pas. Parce que tu penses à quoi? On va pas citer. On va pas citer, mais si Est-ce que tu penses aux Sims? Je ne connais pas celui-là. Et je pense à des jeux de rôle. Purement jeux de rôle, etc. Non, c'est un jeu de rôle en fait. sorti un truc, mais rien qu'à le lire, il y avait tous les stéréotypes, les poncifs qui sont usés depuis 20 ans, 30 ans, des illustrations nulles. Moi quand je parle des Sims, c'est pas un jeu des Sims, hein, c'est quelqu'un qui faisait une souscription pour un jeu de rôle, je vais pas citer parce que quitte à dire des choses, si on dit pas des choses gentilles, autant rien dire, donc je vais pas citer non, mais qui avait pris des plans de maison des Sims pour ses illustrations. Quand je parle des Sims, c'est ça, c'est que le gars il avait fabriqué une maison dans les Sims, il avait pris la vue de dessus, puis il disait voilà, il s'en était servi de manière totalement éhontée. On voit parfois des projets qui sortent et... J'avais jamais vu ça. Moi j'y suis allé parce que les gens ils vont sur Ulule, ils regardent, il y a pas mal de gens qui sont des collectionneurs. Ils vont sur Ulule, ils tapent jeu de rôle. Le projet dont tu parles, ça me. Moi on m'en a parlé parce que ça fait bondir les gens. Sans me choquer, mais ça fait bondir pas mal de gens. Ah oui, moi j'en avais parlé parce que ça fait du heureusement que tu as jeu vidéo. Un ou deux trucs qui utilisent comme image des images de tirées de jeux vidéo sur lesquels il n'a évidemment pas les droits, mais c'est pas grave quoi, il les a vaguement trafiqués. Donc voilà, on voit sortir des projets. Un éditeur sérieux, le jeu auquel je pense, où il n'y a vraiment que des stéréotypes, des trucs usés depuis 30 ans, qui sert à rien. Un éditeur sérieux aurait dit au gars non, je t'explique, ça sert à rien. Tu ne vendras pas ton jeu. Non, et puis c'est même pas tu ne vendras pas, ça sert à rien, ça n'apporte rien à personne. Bon, il sort, ok, tant pis. Et le gars a même sorti un supplément. Mais bon. Après, c'est aussi l'avantage de la souscription, c'est que des projets qui ne sont pas forcément viables, tu peux les sortir. Voilà. Après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise Je pense que c'est un peu des deux. Des fois, les projets sont pas viables pour une bonne raison, des fois, ils sont pas viables pour une mauvaise raison. C'est à voir. Mais la souscription, c'est ça. Ça reste un outil pour lever de l'argent. Voilà, c'est un outil. C'est un outil. Il peut être bien ou mal utilisé. Après tout, la plus ancienne maison d'édition de jeux de rôle encore indépendante, Chaosium, a coulé l'an dernier pour avoir mal géré de souscription. Ils se sont auto-coulés avec de souscriptions, alors que c'était une maison d'édition qui datait de la fin des années 70 et qui était restée indépendante depuis. Ils ont coulé parce qu'ils ont fait une souscription sur l'Orient, une campagne sur l'Orient Express, l'appel de Cthulhu, qui leur a rapporté beaucoup, sauf qu'elle leur a rapporté, je sais plus si, je crois que c'était $100 000 de moins que ce qu'elle leur a coûté à fabriquer. Donc ils ont perdu une somme là-dessus monstrueuse. Ils ont enchaîné avec la souscription V7. Sur laquelle ils ne perdaient à peu près rien, mais ils ne gagnaient rien. Alors une entreprise a besoin de gagner de l'argent pour vivre, et de toute façon ça ne rattrapait pas ce qu'ils avaient perdu sur l'autre. Donc ils ont coulé sur le fait qu'ils n'avaient plus assez d'argent pour payer l'imprimeur. Une fois que les bouquins étaient prêts, ils n'avaient plus de quoi payer l'imprimeur, il restait encore l'expédition après et derrière. Donc ils ont coulé. Ils ont été repris par Moon Design qui faisait un peu le même genre de truc et qui a mis beaucoup d'argent en pot pour sauver la situation, donc ils sont en train de livrer. Mais voilà, ils ont perdu leur indépendance, ils sont maintenant à un label de Moon Design et puis toute personne n'a été virée.
parce qu'ils ont mal géré de souscription. Ils n'ont pas fait leur compte, ils sont laissés emporter à mettre des bonus et des bonus et des bonus, et finalement, Non, mais pour ils ont n'importe perdu quelle 100 000 structure, $ sur une souscription. Quoi. pour n'importe quelle structure, ça peut être très dangereux parce Oui, que c'est voilà. trompeur. Même ça. en auto-édition, Parce si qu'on- un un éditeur éditeur fait des goodies et que finalement je fais pas gaffe, Un éditeur c'est forcément super traître ou un de porteur faire de projet peut faire plusieurs projets pour justement pour en vivre ou enfin après pas des projets pour faire des projets non plus mais pour en vivre et du coup à force de proposer les premiers fonds ne servent pas forcément à financer le projet à la base. C'est ce qu'on appelle la cavalerie, ça, quand Voilà. un projet Après je comprends. un projet est financé par le suivant. Après je comprends Mais parce que voilà, ils ont coulé, d'abord et surtout parce qu'ils ont mal géré. Ils n'ont pas calculé réellement ce que leur coûtait tout ce qu'ils proposaient. Et une fois les calculs faits, ils perdaient plus de 100 000 $, d'après ce que m'a dit le gars qui a repris la boîte, c'est-à-dire le responsable de Moon Design. Ils ont perdu plus de 100 000 $ rien que sur le premier. Donc voilà, c'était une petite maison d'édition avec 3-4 salariés, quelque chose comme ça. Voilà, ils ont coulé. Et on a d'autres exemples de maisons d'édition qui ont du mal à gérer des souscriptions. Et puis si on sort du domaine du jeu de rôle, on a des exemples de types qui ont fait des catastrophes avec des souscriptions. Donc la souscription n'est pas un système qui fait disparaître le risque. Si vous la gérez mal, elle vous coule. Et pourtant, les 2 souscriptions de Chaosium, ils avaient gagné beaucoup d'argent avec. Au total, ils ont encaissé plus d'1 demi-million de $ avec. Et ils ont coulé. Oui, puis surtout qu'ils ont une réelle. Chaosium, c'est l'appel de cul. Ils ont Toulouse, ils ont une base une base qui est quand même non négligeable, quoi, Oui, et qui est consommatrice en permanence. Je veux Et dire. 30% de leurs revenus leur viennent de l'étranger, c'est les licences. Et ça, c'est de l'argent qui arrive sans pratiquement travailler, quoi, sans coût pour leur part. C'est un pur bonus. Ils ont réussi quand même à couler. Après, je suppose que si on demandait à la plupart des éditeurs, là je parle pas de porteurs de projet nécessairement, mais des éditeurs qui voudraient proposer un ouvrage de jeu de rôle optimisé, parce que c'est ça que permet aussi la souscription, elle permet d'avoir un produit bien mieux que s'il est sorti normalement par un investissement initial. Mais à choisir, je pense que la plupart des éditeurs diraient qu'ils préféreraient passer par un investissement initial. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que la souscription, ça prend énormément de temps, c'est énormément de préparation, c'est pendant la durée de la souscription faire énormément de com, et pendant que les éditeurs font ça, enfin en tout cas les acteurs, font pas autre chose. Donc clairement, je pense que si on demande à la plupart des éditeurs si un certain pouvait s'en passer, ce serait... Il y en a qui ont clairement dit qu'ils n'en referaient plus parce que c'était trop chiant. En plus, il y a un autre avantage à mettre vos propres sous dans l'affaire, c'est que vous sortez quand vous êtes prêt. Et vous pouvez annoncer une date prévisionnelle, mais personne ne vous en voudra si elle est décalée. Une fois que vous avez encaissé l'argent des souscripteurs, ils vous courent après quand vous avez du retard. Et ils hurlent, et ils disent beaucoup de mal de vous. Alors que si ça se trouve, c'est même pas de votre faute, mais de toute façon, ils ont un contrat avec vous, et plus vous prenez du retard, alors que pour le reste, vous pouvez prendre le temps que vous voulez pour sortir votre projet. Il sortira quand il sera prêt. Oui, puis par rapport au public qui va acheter ce genre de produit, il y a des serpents de mer qui ont existé pendant des années avant qu'on voit un produit fini arriver réellement. Enfin, moi, j'ai suivi, par exemple, pendant genre 3 à 4 ans de suite, tous les 3 mois, on m'annonçait « Ah ben, ça y est, il va enfin sortir ». Et 3 mois plus tard, c'était rien passé. Et du coup, la nouvelle, c'était « Ah ben oui, mais dans 3 mois, ils vont le sortir ». Et ça a duré, 3-4 ans. Et au bout de 3-4 ans, ils ont fini par sortir un produit final qui était correct, mais effectivement, c'est régulièrement, ça arrive sur plein de choses, avec des maisons d'édition, on va dire commerciales, qui ont des réels projets bien construits, etc. Mais on sait que ça va arriver. On ne sait jamais vraiment bien quand, mais on sait que ça arrivera. Voilà, et quand vous avez fait une souscription, vous avez des gens qui vous courent après. Alors sur le sujet de la souscription, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait au début, je peux jamais être sûr de rien, mais avec Origins, quand j'ai signé, je savais pertinemment qu'on ferait certainement une souscription pour AG+. Donc ce qui fait que j'ai accepté ça, en fait, c'est que l'éditeur Origins, en fait, a des critères bien précis avant de lancer une souscription. Le texte doit être finalisé, relu, il y a un calendrier précis qui est apporté, et je pense que si retard il y a, ce sont des retards liés à la logistique et des impératifs qui font que ça décale de quelques semaines.
Et sur les 2 projets qu'il a sortis, il a prouvé qu'il savait être présent et que du coup. C'est pas une gros retard. Ah, non, du tout. Et après, je pense qu'aussi la communication après la souscription est essentielle. Et de plus en plus d'éditeurs, je parle du mien parce que je connais un peu mieux, mais je vois que de plus en plus, il y a de vrais canevas il y a des calendriers bien précis posés avec une vraie communication derrière. Et ça s'est bien amélioré quand même, enfin, depuis quelques mois. Après, je pense que quand on a une mauvaise surprise sur une souscription, on sait où ne pas aller. Enfin, moi, en tout cas, en tant qu'acheteur, c'est mon cas. Voilà. Après, à tort ou à raison d'ailleurs, hein, mais après, c'est une question d'expérience personnelle. Il y a plusieurs choses à dire. D'abord, je suis prof d'économie. En économie, le risque, c'est une notion fondamentale. Et la souscription, c'est une manière de déplacer le risque et de diluer le risque. C'est-à-dire, au lieu qu'un éditeur prenne tout le risque en cas d'échec de quoi que ce soit, puisque c'est lui qui met tout l'argent, la souscription fait que le risque va être dilué, tout ou partie du risque va être réparti sur les souscripteurs. Mais plus le projet est avancé quand on fait la souscription, en fait, moins les souscripteurs sont porteurs de risque et plus l'éditeur est porteur de risque parce que plus il a dû payer de choses avant. Alors notons que l'auteur aussi est porteur de risque au sens où si la souscription par exemple échoue et que le jeu n'est pas édité, l'auteur a travaillé pour rien. Économiquement, ça n'est pas neutre, c'est du temps que vous avez payé, passé, qui ne sera pas rémunéré. Alors quand on est amateur, on ne compte pas son temps, mais sinon, c'est du temps qu'on a de travail qui n'est pas rémunéré. Donc, ceux qui sont engagés dans le projet ont, à un titre ou à un autre, pris des risques. Certains ne prennent pas de risques. Par exemple, l'imprimeur qui exige d'être payé immédiatement, il minimise le risque qu'il prend. En gros, il faudrait qu'entre le moment où il imprime et le moment où il doit être payé, l'éditeur ait fait faillite. Ça minimise le risque si le délai est court. D'autres acceptent de prendre le risque, comme l'auteur qui accepterait d'être payé après la publication. Lui, il prend les risques que n'importe quoi coince dans le processus et qu'il ne soit jamais payé. Et ce que tu décris là sur Origine, c'est une souscription qui finalement implique que l'éditeur prend beaucoup de risques et ce qui en quelque sorte réduit l'intérêt de la souscription. Parce que l'intérêt c'est de transférer le risque et là il transfère peu de risques puisqu'il le fait en fin de chaîne au lieu de le faire en début de chaîne. Après, mais c'est un choix, après c'est une stratégie. C'est un choix. Et puis il y a l'idée de sortir un produit qui répond aux attentes des souscripteurs. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont proposées pendant la souscription et ça n'est pas une précommande. C'est-à-dire qu'on fait en sorte de proposer un produit qui s'améliore au fil de la souscription. Alors après, à un certain terme, c'est des goodies qui s'ajoutent. Ça, on l'a vu sur d'autres souscriptions, mais en l'occurrence, on touche d'abord, je pense, à la qualité du produit en premier lieu. Et c'est ce qui fait que justement, c'est intéressant. Ça aussi, quand on calcule ce que va coûter une amélioration quelconque, genre on passe en couverture rigide, il faut réaliser que parfois vous avez des souscripteurs qui râlent en disant quoi, on vient de passer un seuil de 10 000 € de plus et ils nous offrent que ça. Oui, mais il offre que ça, pas seulement à ceux qui ont fait passer le seuil, mais aussi à tous les autres qui avaient déjà souscrit. Autrement dit, ce que ça lui coûte, c'est pas pour les 50 ou 100 ou 1000 nouveaux souscripteurs récupérés, ce que ça lui coûte, c'est pour tous les souscripteurs précédents aussi. Donc, sa série d'impression. Voilà, c'est pour placer l'impression. Du coup, pardon. Et à venir, parce que voilà. c'est pas le. Et il offre aussi pour ceux qui vont arriver après. Du coup, il ne faut pas du tout se tromper dans ce genre de calcul, sinon ça peut être une souscription totalement perdante. Après, il y a eu des mauvaises surprises aussi et des risques non calculés. Un type qui voulait sortir un jeu de société, donc on sort de domaine de jeu de rôle, mais il a beaucoup de succès, et en particulier, c'est un Américain, il a beaucoup de succès, et en particulier beaucoup de succès à l'international. Il avait pris les tarifs de la poste américaine, et le temps que l'ouvrage soit prêt à être expédié, la poste avait multiplié ses tarifs. Pas de chance quand même. Pas de chance, mais ça arrive souvent. Pour être très clair, le gars a livré, mais il a vendu sa maison. Pour payer les livraisons, il a vendu sa maison. Alors, sachant que il avait 2 maisons, mais il en a vendu une. Tout de suite, on a moins pitié de On a moins pitié de lui. Mais il en a vendu une simplement parce qu'il se disait, je monte une maison d'édition et je ne peux pas me permettre de me louper sur le premier truc. Sinon, je suis grillé, j'irai plus nulle part. Donc, pour montrer son sérieux, il a quand même fait un sacrifice financier considérable. Et il a expédié son jeu. Donc pour dire que, et c'était un impondérable, il ne pouvait pas savoir que la poste américaine changerait complètement ses tarifs internationaux entre le moment où il fait le calcul de sa souscription et le moment où il est prêt à livrer.
Donc, et alors depuis maintenant, vous voyez de plus en plus de souscriptions internationales qui font vachement gaffe aux frais de souscription, aux frais de port, parce que les frais de port ont beaucoup augmenté sur les colis internationaux. Mais même chez nous, on voit de plus en plus les frais de port inclus dans le palier. Calculés, etc. Alors qu'il y a quelques années, on mettait franco-port ou un truc comme ça, parce qu'on se disait ça passera dans le... Mais non, ça passe plus. Donc ça, c'est un changement, et voilà, il y en a qui se sont fait prendre à découvert par ce changement, et qui ont bien souffert. Donc voilà, de toute façon, il y a des risques. Et de toute façon, c'est compliqué, c'est limite un métier. Et moi, je sais que par exemple sur Ulule, pour avoir parlé un peu avec les gens d'Ulule, ils font même des formations. Il y a souvent des formations, que ce soit en ligne ou en présentiel, pour Ulule est une plateforme qui aime ces porteurs de projets, qui les aime vraiment, qui veut les aider. Ils n'ont pas d'intérêt à ce que ça se plante en fait. Eux, le but, c'est que leur plateforme fonctionne. Donc ils n'ont aucun intérêt à ce que leurs porteurs de projets se plantent sur leur souscription, ils aident. Cela étant, ça reste un modèle économique précis qui est, une fois que la souscription est finie et que l'argent a été livré au porteur, Ulule n'a plus de responsabilité juridique sur la suite et ne tient pas à en avoir parce que ça l'embêterait. Après, donc, dans leur contrat, la seule chose qu'ils fournissent, c'est une interface de communication. Mais ils n'ont plus aucune responsabilité et vous ne pouvez pas les attaquer si le porteur de projet ne livre pas. Clairement, le contrat est fait. Non, moi quand je dis qu'Ulule nous aide, c'est Ulule aide le porteur de projet à ce que son projet soit financé. Ensuite, il se garde bien de mettre le moindre orteil dans le après. Parce que là, ils savent bien que c'est le panier de crabe, c'est là que sont les dangers. Donc avant, ils font les formations que vous voulez. Une fois que c'est fini, ils dégagent leur responsabilité. Et c'est fait pour. C'est leur modèle économique, c'est le même pour Kickstarter, pour plein d'autres plateformes. Le modèle, c'est une fois que la souscription est finie, on dégage notre responsabilité. On prend notre commission d'abord, puis ensuite on disparaît. Et on n'est plus impliqué. Et ils tiennent bien à ne plus être impliqués parce que c'est là que les ennuis commencent. Donc voilà, mais effectivement, il y a des formations. Alors il y avait aussi MMC qui avait voulu lancer des formations et un incubateur avec le dernier bar avant la fin du monde à Paris, mais je crois qu'ils ont arrêté en fait tout simplement de faire des souscriptions quel qu'en soit le domaine, donc ça n'a pas dû marcher. Mais voilà, oui, Ulule fait des formations, labellise des formateurs, etc., y compris dans le domaine des jeux. Après, il faut voir aussi qu'il y a des choses, l'édition c'est aussi un métier, c'est pas pour rien. Oui, c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui ont une vraie connaissance en matière de reliure, de papier, de techniques d'impression, de choses de ce genre, et qui travaillent chez des éditeurs et qui pour des éditeurs genre Gallimard ou autres et qui ensuite peuvent apporter des connaissances intéressantes dans le jeu de rôle quand ils sont rôlistes. Et il y en a qui ont fait justement gérer des souscriptions, etc. et qui apportent des vraies connaissances. Sinon, quand vous êtes juste un rôliste et que vous lancez, il va falloir apprendre sur le tas. Et des fois, votre premier jeu, c'est le gros au bout d'un moment, il y a les papiers, il y a les pages qui s'en vont, il y a... Non mais je te rassure, tu en apprends plein aussi avec un éditeur. Il y a des... Voilà, et un éditeur... Voilà, ceux-là, je dois les apprendre tout seul. Voilà. Un éditeur, c'est la personne qui, éventuellement, si vous avez bien choisi, sait déjà un certain nombre de choses, et du coup, quand il vous dit quelque chose sur votre jeu, écoutez-le, parce que peut-être bien qu'il dit pas que des conneries. En fait, c'est-à-dire que c'est intéressant parce que c'est... Après, ça dépend du type de contrat qu'on signe, parce que là aussi, ça mérite d'en parler. En tout cas, dans le mode dans lequel je suis avec Origin quand j'ai signé Ejectus, c'est un mode collaboratif. C'est-à-dire que c'est pas un contrat collectif. Je suis tout seul, je suis auteur, et j'ai fait en sorte je ne cède pas des droits, puisque je garde les droits d'Ejectus, mais je donne les droits de diffusion et de promotion de mon jeu. Donc, l'éditeur a une posture où il voit, par exemple, arriver mes textes, il les regarde et il va mettre le doigt sur quelque chose qui pour lui ne fonctionne pas ou à retravailler, mais il ne décide pas de substituer en fait. On a peut-être des fois à tort cette image de l'éditeur, mais l'éditeur est là pour conseiller et pour faire le meilleur produit possible. Donc à partir de là, pour moi c'était essentiel de pouvoir passer par quelqu'un qui vraiment a été de bons conseils et avec qui j'ai travaillé d'ailleurs sur un autre projet, c'était le recueil de nouvelles de RIP, le premier jeu qu'il a édité. Et du coup c'était... puis on travaille dans une relation de confiance, donc du coup tout va bien. Et nombre d'éditeurs ont des histoires de un auteur qui est arrivé chez eux en ne sachant absolument pas comment ça fonctionnait l'édition, en s'attendant à repartir du premier rendez-vous avec un chèque, ou des choses de ce genre. Hein. Ah oui, non, mais ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne là comme ça. Mais... Moi, j'ai vu en convention à Lyon quelqu'un qui est arrivé pour me demander comment vivre professionnellement en tant qu'auteur de jeu de rôle, sachant que la personne n'avait encore pas
écrit un seul jeu de rôle, elle avait juste une idée, un concept de jeu de rôle en tête. Et ben, premier conseil, quitte pas ton boulot. Pour commencer, quitte pas ton boulot, après on va parler chiffres, mais quitte pas ton boulot. Parce que vivre à temps plein en tant qu'auteur de jeu de rôle en France, à l'heure actuelle, c'est pas trop possible. Ou alors il faut être graphomane et écrire 36 000 trucs et puis être journaliste en même temps, etc. C'est à peu près impossible. Ou pareil, j'ai vu des auteurs, des gens qui eux avaient écrit un petit peu pour du jeu de rôle et puis qui arrivaient tout déçus parce qu'ils avaient discuté avec des éditeurs et qu'un éditeur leur avait proposé un contrat genre 8% du prix de vente de leur jeu. Ils trouvaient que c'était ridicule de rémunérer un auteur à ce prix-là. Et pourtant, c'est la fourchette. Je lui ai dit, d'abord, pour commencer, tu n'as encore rien publié sous ton nom. C'est déjà bien qu'il t'ait fait une proposition. C'est pour commencer. Mais comment on peut vivre avec ça? Bah justement, le truc, c'est que je t'ai expliqué qu'on ne peut pas. Et qu'il va falloir que tu gardes ton vendre. Voilà, il faut vraiment vendre. Il faudrait créer un best-seller, il faudrait créer la nouvelle révolution ludique. Voilà, mais sinon, non, on ne peut pas. Et pour l'instant, garde ton boulot et fais ton truc à côté. Mais voilà, il y a des gens qui ont des idées étranges sur l'édition, sur une méconnaissance en fait, je pense. Oui, quand on ne sait pas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'idée que l'éditeur se goinfre alors que la plupart des éditeurs français sont minuscules et ont un équilibre financier souvent fragile pour améliorer pour ceux qui ont réussi des souscriptions, s'ils les réussissent et s'ils arrivent à gérer derrière, mais un équilibre souvent fragile et c'est pas du tout. C'est sûr que c'est pas les multinationales. Voilà, il n'y a pas d'employés, il n'y a pas la Porsche dans le garage et moi en fait pas je vois un des éditeur de Bahamas, comme un gestionnaire de projet, c'est-à-dire qu'il endosse plusieurs casquettes, c'est-à-dire donc c'est un chef d'orchestre. Grosso modo, il a des relations, des personnes qui ont déjà travaillé avec lui ou sont susceptibles de travailler avec lui si c'est son premier projet. Il apporte c'est pas un pack de services, mais en tout cas une expertise, en tout cas sur le jeu, et un vrai regard professionnel sur le futur du jeu, et c'est quelque chose qui... Et puis du temps et de l'énergie, et ceux qui passent par l'auto-édition réalisent aussi tout d'un coup qu'est-ce que ça leur bouffe comme temps et comme énergie, qu'ils pourraient consacrer à jouer ou à écrire, et qu'ils ne peuvent pas parce que faut gérer. Puis son temps, il ne le compte pas. Hein. Voilà. Au bout des fois, tu dis tiens, je vais regarder un peu combien de temps ça m'a pris, puis c'est tellement déprimant. Même pas voilà. C'est ça, c'est pas rentable à l'heure de travail. Vous êtes même pas au SMIC là, en fait. Voilà. J'ai commencé à réfléchir à mon jeu de super-héros en 2008-2007, donc non, au niveau du taux horaire, j'ai encore rien gagné avec. Donc là-dessus, oui, il y a une méconnaissance, il y a des fois, justement, aller parler à quelques éditeurs et revenir sur terre, quoi. Remettez les pieds sur terre tout d'un coup réalisé. Ou alors, moi je sais que j'ai eu pas mal d'informations sur un forum qui s'appelle les Ateliers Imaginaires. C'est un petit collectif d'auteurs indépendants français qui font du jeu de rôle indépendant et ils parlent de jeu de rôle indépendant. C'est des gens qui ont déjà publié plusieurs jeux, souvent sur Lulu ou Romain-Louis Briand, lui il l'a fait carrément lui-même. Il passe par la poste, il fait tout lui-même, il fait la logistique, il livre tout et puis voilà, c'est roule ma poule. Et du coup, c'est des gens qui ont déjà essayé des choses, parfois qui se sont déjà plantés, ou qui ont réussi, plus ou moins. Et ça permet, sur ce forum, quand on est auteur, qu'on se dit tiens, je vais me lancer dans l'édition, ça permet déjà d'avoir un retour de personnes qui ont essayé, qui ont plus ou moins réussi, et ça permet d'avoir un peu une vision sur ce qui est possible ou pas possible. Ah ouais, la liste même moi, qui marche pas, déjà, on va enlever. Ouais, pareil, moi je commence, j'essaye des trucs. Il y a certains trucs qui marchent ou qui marchent pas, je commence à savoir, je suis pas encore un cul de science, mais je commence à avoir 2-3 trucs sur comment est-ce que ça marche, travailler avec l'illustrateur. Puis après, quand on est dans un processus de création de son propre jeu, je pense que c'est très important aussi d'aller rencontrer les éditeurs. Donc moi je suis chez quelqu'un, donc c'est pas la question, mais quand on est en convention, les éditeurs sont disponibles, ils sont pas disponibles que pour vendre, mais ni même que pour montrer, même si c'est quand même leur principale activité, montrer les produits qu'ils ont en stock, mais c'est aussi pour rencontrer des jeunes créateurs, jouer à leur création. Et alors tous ne sont pas ouverts en même temps et de la même façon. Moi je sais que tous les éditeurs que j'ai rencontrés sont très accessibles et on peut leur parler de leurs idées. Et puis surtout la plupart disent tout de suite si ça les intéresse ou si ça les intéresse pas. Après on peut creuser, échanger des mails, échanger des conversations et ça peut aller dans un sens comme dans un autre, mais je pense que les éditeurs aussi sont parfois assez les éditeurs font des appels. L'origine ça fait un appel à texte auquel j'ai contribué mais ils m'ont gentiment dit non. Il y avait JDR Édition qui a fait un concours de petits jeux de rôle. Moi j'ai pas participé parce que je suis à fond sur le mien qui est pas petit, donc je peux pas me disperser quoi. Je veux dire, oui. Depuis des années que je travaille sur Super Hits, même s'il y a un concours d'un éditeur d'un petit jeu de rôle en quelques pages pour se faire publier, j'ai pas le temps, l'énergie, l'envie de faire autre chose que mon jeu à moi. Il y a aussi le concours Game Chef.
Ouais, sur le concours de Game Chef, je participe parce que c'est que 9 jours, donc ça demande pas trop de temps. Mais par contre, sur le concours du Game Chef, quand on regarde les différentes années, moi je participe tous les ans, je gagne jamais. Je dois être vraiment un très mauvais auteur. On me dit non, l'éditeur me dit non, je perds Game Chef. Non mais je te rassure, hein, statistiquement la plupart des éditeurs publiés qui pourraient même en vivre selon les tarifs d'auteurs publiés, Ils ont pas fait Game Chef, ils ont pas gagné. Ils gagnent pas Game Chef en fait ça aide pas à la publicité. Il n'y a pas d'études de marché et tout en tant que personnes qui vont utiliser vos jeux justement. Une étude de marché ça coûte cher et la souscription peut être une manière de faire une étude de marché. En tant que propre ça permet sans éditeur, c'est compliqué à Une vraie faire. étude de marché ça coûte très cher. Sans passer par un éditeur, justement, d'essayer de voir un peu la tranche des périodes de jeux qui vont plus plaire, juste parce qu'indirectement c'est le consommateur, c'est la personne qui va jouer. Ça on peut le faire dans les conventions, on peut le faire avec des formulaires Google, mais quelque part c'est pas une vraie étude de marché. Je sais à peu près que mon jeu va plaire, je sais qu'il y a telle et telle personne qui l'ont bien C'est aimé. une vague, comme on disait tout à l'heure, par rapport au manga ou par rapport à d'autres choses. Ouais, ou là on est en pleine période super-héros, je fais des différents- super-héros, ça peut marcher. Ah. Mais c'est pas une vraie étude de marché. J'ai pas, nous, quand ce que Jérôme voulait dire quand il disait que ça coûtait cher une étude de marché, c'est qu'il y a des vraies études de marché statistiques avec un échantillon représentatif de la. Enfin, c'est un vrai boulot de faire une étude de marché. Dans les souscriptions, ça permet aussi de faire ce travail d'étude de Puis marché. c'est le retour parce que sur tu sais, investissement ceux qui aussi. pledge. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça peut coûter très cher, mais si tu as un retour sur investissement assuré, c'est viable. Alors qu'en jeu de rôle, on a très peu de bénéfices. Donc, du coup, Ça reste un marché essai et ça restera un marché de niche. un marché Alors, de niche. ce que j'allais dire d'ailleurs, c'est l'avantage du fait que c'est un marché de niche, c'est que justement les éditeurs sont accessibles. Parce qu'il n'y a pas 30, c'est un tout petit milieu et tu as vite fait le tour des éditeurs, tu les as vite rencontrés tous un par un, tu fais quelques conventions, tu les as rencontrés tes éditeurs. Tu peux discuter avec eux. C'est pas comme tu essaies d'aller voir Gallimard où il y a toute une hiérarchie, toute une structure, etc. Oui. Là tu vas voir. Tu vas voir un éditeur, en fait un éditeur en France c'est entre 2 et 3 personnes en général, bon bah tu te rencontres un des trois et puis tu discutes quoi. Comme c'est un petit milieu, c'est facile de contacter. Mais après, comme c'est un petit milieu, les sommes brassées sont rarement violentes. C'est ça. C'est pas des fortunes. Mais bon, il y a l'avantage petit milieu. On a vite fait le tour des éditeurs, on les a vite tous rencontrés, on sait. On a aussi vite entendu parler de chacun d'eux et si on sait avec qui on s'entendra, on s'entendra pas quoi. Bon après il faut juste prendre un peu de temps de traîner en de convention. chacun parce que effectivement chaque éditeur il a sa spécialité, il a sa manière de faire. Origine par exemple c'est pas mal de jeux avec des gros univers, des univers foisonnants avec plein de trucs super originaux. Moi je fais du super héros classique. Bah, j'ai pas d'univers, voilà. J'aurais pu savoir avant même de leur proposer leur test qu'ils allaient me dire non. Ils m'ont fait un avis super constructif, ils m'ont dit voilà ton système. Ça c'est un truc qui est impressionnant chez l'éditeur, c'est que l'éditeur. Ton propre univers, donc après à toi d'attirer les gens justement vers ton univers qui fera que voilà ça évoluera. Mais le nom aussi, c'est une opportunité pour même si tu restes en auto-édition, je pense pour améliorer ton jeu et c'est aussi un auteur, il a besoin de ça. Oui, non, le travail de l'éditeur est retour important, c'est pas juste apporter des fonds, c'est pas juste t'apporter un illustrateur, Exactement. c'est aussi une vue professionnelle sur ton travail, même si ça a été un nom. Le mail c'est un bon roman, voilà toute la partie mécanique marche, ça tombe, on a fait un playtest. Déjà le gars, tu lui donnes ton texte parce qu'il a fait un appel à texte, il a pris le temps de playtester ton jeu. Il a trouvé des joueurs, il a trouvé Abji, ils ont fait jouer ton jeu, tu sais que ton jeu il tourne, tu sais que ça a plutôt bien fonctionné, que c'était fluide, mais qu'il manque d'originalité pour leur ligne éditoriale. Voilà, déjà avec ça tu peux avancer. Ça a déjà fait une étude au niveau des joueurs déjà. Voilà, Ça reste une étude quand même, tu vois. Voilà, Ça permet de savoir un peu où tourner Voilà. déjà s'il y a des trucs à Voilà, changer. et c'est vital. Si t'as pas ce genre d'informations quand t'es en train de créer un jeu, au bout d'un moment tu stagnes. Ouais, on est en fait en France, si j'ai à peu près bien compris, quel que soit l'étage auquel on parle, qu'on parle d'un éditeur, d'un auteur, des illustrateurs, etc., on est dans un marché clairement, on va dire, artisanal, vu les quantités qu'on produit, qui Alors, sont produites derrière. Pour ce qui est des éditeurs, je crois que, ce que je disais tout à l'heure, hors caméra, je crois que les plus gros éditeurs en France ont l'équivalent de 4 ou 5 salariés à temps plein. Ouais, c'est ça. Pour l'INSEE, vous sortez du domaine artisanat quand vous avez dépassé 10 salariés. Il n'y a pas un éditeur en France qui atteint 10 salariés. Donc il n'y a pas d'éditeur en France, éditeur jeu de rôle, hein, dans notre société, dans notre monde. Éditeur jeu de rôle, il n'y en a pas un qui dépasse l'étape, l'étage PME, artisanat. Ouais, Même pas PME, ça commence à 10. Oui, c'est ça, Ils sont on est pas en en dessous, PME, on est ils sont en dessous des PME. On est en dessous de Ils la sont en dessous de la PME. PME. Donc voilà, il faudra additionner tous les éditeurs de France pour arriver à atteindre la taille d'une PME, quoi. Donc D'accord. on est très loin. Par contre,
Par contre, alors, le monde du jeu de société, c'est très différent, et du coup, on peut avoir des éditeurs aussi qui ont une activité de jeu de société, genre le Matago, et puis qui se payent une danseuse, si j'ose dire, et qui ont une petite activité de jeu de rôle à côté. Mais voilà, une partie de leur matériel, et de leur personnel est en fait rentabilisée à côté, et du coup, ils peuvent se permettre de consacrer un peu de temps et un ou deux projets à l'occasion. De porter un ou deux projets à l'occasion. Parce qu'il y a pas mal de boutiques de jeux de rôle qui font de plus en plus de jeux de société aussi, je pense, pour exactement les mêmes raisons. Il n'y a pas de boutique de jeux de rôle au sens propre du terme. Une boutique qui ne visurait que de la vente de jeux de rôle, ça n'existe pas en France. Ça a eu existé, mais ça n'existe plus. Ça a pu exister, ça n'existe plus. Les boutiques, elles font leur argent avec les figurines, le jeu de société, les jeux de cartes à collectionner. Et si elles ont un rayon jeu de rôle, souvent elles sont contentes si le rayon se paye lui-même. Ça leur suffit. Mais c'est pas avec le jeu de rôle qu'elles vivent. Et quand on dit que la souscription va tuer les boutiques, c'est une illusion. Les boutiques ne vivent pas du jeu de rôle, elles vont juste réduire le rayonnage consacré au jeu de rôle, mais elles n'en vivent pas. Le réduire à zéro. Mais elles ne vivent pas de ça. Elles ne vivent pas de ça, donc elles ne mourront pas de ça. C'est un autre problème. Ça peut être dommage qu'il n'y ait plus de jeux de rôle visibles dans ces boutiques, mais ça ne tuera pas les boutiques. Elles ne vivent pas de ça. Après, voilà, ça posera la question du renouvellement des joueurs, par exemple. Mais elles ne vivent pas de ça, c'est clair. Ouais, d'accord. Et de même pour, je sais pas, Edge, qui est le gros distributeur, Edge Millennium, qui fait la distribution de jeux dans les boutiques. Il faut redistinguer maintenant. Oui. Mais c'est pas de la distribution de jeux de rôle dont ils vivent. Voilà. Oui, on tombe toujours sur cette notion de marché niche. Maintenant, ils font quasiment que la distribution de jeux et de jeux de rôle français. Depuis l'année dernière, les activités sont séparées. Et Millennium ne fait plus du jeu de rôle. C'est aussi un problème pour les boutiques, on parle ici au milieu, mais voilà. Donc ça devient un problème aussi pour les boutiques. Ça devient un problème parce que c'est plus. Ça devient un problème pour le jeu de rôle parce que du coup il n'y a plus qu'un distributeur de jeux de rôle français en France et qu'on ne peut commander que du jeu de rôle chez les boutiques. La book est distribuée par Millennium. Comme ça, tout. Après, il y a encore autre chose, c'est les boutiques sur Internet du style Ludic Bazar. Ça, c'est encore autre chose, mais du coup, Ludic Bazar est devenu un gros vendeur de jeux de rôle. Je mettrais plutôt Philibert devant. Alors Philibert aussi, mais d'un autre côté, mais voilà, parce que la petite boutique. C'est quoi exactement moi j'avoue que je décroche du phénomène. J'ai l'habitude en tant que consommateur d'aller dans une boutique pour qu'on m'informe ce que je vais acheter. C'est-à-dire que ce modèle tend à disparaître et on se retrouve en face d'une plateforme numérique pure. Non mais je pose la question, je ne pas complètement innocemment. Ludic Bazar n'est quasiment qu'une plateforme numérique, puisque bon, ils ont repris une boutique à Paris, mais qui est un peu indépendante. Ils ont sauvé une boutique parisienne. Philibert, c'est les deux à la fois. C'est une boutique physique et Internet. Mais voilà, dans plein de villes, soit il n'y a pas de boutique de jeu, soit elle ne fait que du jeu de société. De toute façon, s'ils ont un rayon jeu de rôle, il y a des chances qu'ils ne connaissent pas ou très peu le jeu de rôle et ne puissent pas vous conseiller. Du coup, dans une partie de la France, les ventes passent d'abord par Internet. D'accord, je pose la question vraiment parce que les ventes passent par Internet. D'accord. Alors l'avantage, c'est que vous pouvez avoir un gros choix, des choses comme ça, et puis que vous n'avez pas à vous taper quand vous êtes à la campagne 50 ou 80 bornes pour trouver la boutique, quoi. Ce qui quand même peut être dissuasif. Oui, surtout quand vous êtes un gamin et que vous n'avez pas le permis, c'est compliqué. Puis il y a aussi une histoire de catalogue sur Internet, il y a tout. Alors que comme le jeu de rôle n'est pas forcément rentable, la plupart des boutiques, surtout les petites boutiques, réduisent au fur et à mesure les étalages de jeux de rôle. Et quand tu arrives dans la partie de jeu de rôle, il y a les dernières nouveautés. Il y a aussi 20% des boutiques en dur aujourd'hui qui font du jeu de société, potentiellement du jeu de rôle, vendent aussi en ligne. Voilà, oui, maintenant ils commencent à vendre en ligne. Les boutiques commencent à vendre en ligne parce que pour élargir leur clientèle. Mais bon, du coup, ça pose par exemple la question de est-ce qu'on peut conseiller quelqu'un dans le cadre de la vente en ligne, beaucoup moins. Du coup, faire découvrir, etc., ça pose d'autres questions. Les circuits évoluent. Oui, c'est ça. Il y a une évolution actuellement des circuits de distribution et de présentation qui sont en train de se
tout doucement ou plus ou moins doucement en train de se métamorphoser. Et là, je me retourne vers les gens. Je dirais pas plus ou moins doucement. Des fois, C'est carrément pas. C'est bien brutal. Parce que je pense que le milieu du JDR en général, il voit une opportunité avec les souscriptions pour justement prendre les clients à la source, mais les clients ils sont prêts à la source aussi. Pourquoi? Parce que effectivement, il n'y a pas des boutiques partout non plus. Moi j'ai la chance d'être lyonnais et du coup j'ai une boutique où je vais régulièrement, où j'achète tous mes achats, mais j'avoue que si j'habitais à 80 bornes, je sais pas si je ferais la démarche. Je sais pas. Donc c'est compliqué. Moi j'habite à 75 bornes et effectivement à moins d'avoir du temps quand je travaille la semaine sur Lyon pour aller à la boutique. Autre chose qui fait une évolution, c'est le fait que contrairement à un nombre de jeux de société ou de figurines, les composants matériels du jeu de rôle, il n'y en a pas vraiment. Oui. Autrement dit, vous pouvez télécharger le texte et au pire vous l'imprimez chez vous. Et en tout cas, le développement du nombre de jeux de type amateur en PDF, c'est une explosion. Il y a 30 ans, quand vous aviez un jeu amateur, il fallait le taper à la machine, le photocopier à la photocopieuse du coin, l'agrafer et puis le distribuer comme vous pouviez. Maintenant, vous le mettez sur un site et ça peut se développer par ce biais-là. Or, le jeu de rôle, c'est que du texte, fondamentalement. Vous pouvez mettre des images, etc. Mais c'est quelque chose qui passe par Internet. Le jeu de société avec le plateau, les figurines, tout ce que vous voudrez, ça passe vachement bien par Internet. Il y en a où tu les imprimes, il y a des trucs qui se fabriquent, j'ai vu des c'est galère. C'est galère, c'est minime, etc. Ça demande de bricoler tout. Du coup, le jeu de rôle, il y a aussi cet aspect-là, la distribution par Internet. Je mets à disposition par Internet, je fournis des PDF, etc. Et puis il y a des boutiques sur Internet qui vendent du PDF. Oui, ça arrive souvent pour du PDF. Drive-thru et autres. Il y a les souscriptions maintenant en général. Tu achètes le jeu, tu peux l'avoir que en PDF parce que c'est moins cher. Tu n'as pas besoin de la version papier. Ça n'a pas de frais de port. Déjà, tu n'as pas de frais de port. En plus, c'est vachement pratique en cours de partie. Tous les jeux à rallonge d'équipement, à la Shadowrun et tout, tu passes une version PDF à chacun de tes joueurs, ils choisissent leur équipement. Et en plus, ils font des offres. Donc tu as le physique plus le PDF. Après ça reste quand même des add-ons intéressants, mais c'est pas ça peut pas être le cœur de cible parce qu'en en parlant avec beaucoup de rôlistes, la plupart n'arrivent pas à adhérer à un format électronique et à s'y tenir parce que l'aspect électronique. Alors moi je sais que je lis beaucoup en électronique via les souscriptions que j'ai prises. Ça c'est une question que je vais cibler plus justement à quelqu'un qui a un regard on va dire plus on va dire pour rester dans les termes qui sont à la mode, version trend, etc. Au niveau du grog, les questions qui sont posées, parce qu'il y a des gens, on pose au grog des questions par rapport aux tendances. Tu vois des auteurs qui viennent et qui posent des questions, pas forcément. Pas forcément, mais nous, c'est vrai qu'on observe que l'électronique occupe une place de plus en plus importante dans la publication. Et il y a des choses qui passent par le pur électronique, il y a des combinaisons, on fait le bouquin de base en papier et puis on fait des suppléments en électronique. Il y a des combinaisons électroniques et Lulu, vous pouvez aller le sortir sur Lulu si vous voulez, sinon vous l'avez en électronique, avec parfois l'électronique qui est gratuit et puis Lulu qui est payant, ou les deux qui sont payants mais des tarifs différents, ou les deux qui sont inclus, etc. Il y a plein de combinaisons qui se font et clairement oui, il y a un public qui se développe de joueurs qui n'ont plus que de l'électronique, qui ont une tablette et qui lisent dans le métro et qui jouent avec la tablette sous les yeux et qui disent aussi que ils ont de toute façon, ils n'ont pas assez de bibliothèques chez eux pour stocker tout leur jeu et que tous les jeux dans une tablette, c'est un gros avantage par rapport à tous les jeux sur des rayonnages. Et puis tu te déplaces aussi. Je fais partie de ce public, mais très sincèrement, je pense qu'il y a encore une grande majorité de rôlistes qui est attachée au format physique. Oui, en France. Pour combien de temps ? En France. Parce que on parlait des boutiques en France, donc je peux te dire que le public américain est à bloc d'électronique, parce que moi j'ai tendance à farfouiller dans les jeux bizarroïdes, enfin voilà. Les grands sentiers battus, c'est bon, je les ai bien battus, maintenant et du coup, je vois tout ce qui est entre guillemets proposé, publié, etc. Aux USA, c'est quasiment que de l'électronique. Ça devient une option, ça reste en option effectivement. On peut avoir un format physique, mais c'est vachement plus... Ça commence à apparaître en mode discret, quoi. Et tout est en version PDF, drive-thru, tu regardes, tu as des produits d'ailleurs qui vendent que en électronique, tu pourras jamais trouver une version papier. Et à print on demand. Et à l'international, quand même pas de frais de port. Or, les frais de port pour les États-Unis, depuis les États-Unis, ça coûte un bras. Ça coûte un bras. Il y a des le pas de frais de port sur les PDF, ça change aussi la donne. Complètement.
Voilà, il y a un contre-exemple, c'est Donjons et Dragons 5 qui n'existe pas du tout en PDF. Oui. C'est le seul. Il n'existe pas. Ils ont Les moyens. basic rules, ça existe en Pas PDF. officiellement. Ce qui existe en PDF, c'est les basic rules, c'est l'équipe de découverte, des choses comme ça. C'est l'open game, Non, mais tu vois, tu parles des triptyques licencié open game, c'est ça des mecs en Tu peux pas l'acheter en PDF. tu peux l'acheter en- Ça, j'ai jamais essayé. On voit que je rôliste papier et aussi rôliste à distance, c'est-à-dire en utilisant des produits type Roll20 et Fantasy Grounds. L'idée, c'est un des premiers vraiment à pousser la porte en disant on n'est plus obligé de jouer autour d'une table. Et ils ont toute une gamme de produits qui est maintenant labellisée où on peut avoir ses aventures avec la carte et tout ça et jouer à distance sur internet. Et je pense que c'est le prochain marché. Oui, il y a le marché effectivement du jeu par le succès énorme de la série Aventure de Meyer Shakiri, qui est un Lyonnais. Et ben c'est ça, quoi, 1 300 000 vues sur YouTube pour son premier épisode. Pour montrer des gens. C'est vrai que le joueur du grenier, ça aide aussi. Non mais pour montrer des gens qui jouent au jeu de rôle. Vous jouez même pas, vous regardez d'autres que vous jouez et ils arrivent à 1 300 000 vues. Moi, avant Aventure, je pensais que les gens, ça intéresserait personne de voir des gens regarder des gens jouer. Alors, il y a tout un travail du joueur du grenier et autres, il y a tout un métier pour arriver à le montrer. Ils ne sont pas tout seuls. Ils ont fait une première saison qu'ils n'ont pas montrée parce qu'elle n'était pas au point. C'est un boulot, c'est vraiment un boulot. Mais voilà, c'est aussi ça. Et les outils genre Roll20, etc., c'est des outils pour jouer à distance sans se déplacer. C'est du tabletop via Skype en gros. En gros, avec des logiciels dédiés. J'exagère un peu. Oui, enfin, avec un emballage fourni autour, mais ça reste. On joue à la table sans avoir la table via un Skype. Oui. T'as une table informatique en fait. T'as une table informatique en fait. Tu regardes ton écran, ton écran. T'as un tableau blanc et puis tu fais comme si commencé à m'intéresser à ça sur une version française qui s'appelait Rollistique du coup. Et ça facilite les choses quand tu n'arrives pas à réunir les gens, quand vous êtes vous voulez jouer à distance, etc. Quand vous avez des enfants à surveiller chacun de votre côté parce que les héros sont vieillis. Bon, ça marche aussi. Après, ça demande une habitude, ça demande un entraînement. Il faut se dire que chaque fois que tu parles à quelqu'un, tu dis son nom parce que comme tu regardes la caméra, il ne saura pas que c'est à lui que tu t'adresses. C'est tout bête, mais dans la vraie vie, tu regardes quelqu'un, il sait que c'est à lui que tu parles. Là, ça marche pas, tu regardes la caméra. Ouais, non, il y a plein de trucs qui changent. Il y a des automatismes à prendre, etc. C'est un autre monde. Et là aussi, il y a des marchés qui s'ouvrent, des interfaces, des choses comme ça, Roll20. Donc, il y a aussi des choses à faire là-dessus. Il y a aussi, moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps, vous connaissez Minecraft? Oui. Avec toutes les nouveautés qu'il y a sur ce jeu, il y a des trucs, des centaines de trucs, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire du jeu de rôle, un petit peu comme sur Roll20, où il y a des cartes, etc. Je fais un jeu de rôle sur Minecraft en fait, où j'ai des cartes, et en fait la table de jeu, le plateau de jeu, c'est Minecraft. Sauf que du coup les déplacements sont faits avec les cases qui sont déjà dans le jeu. Avec tous les outils qu'il y a à côté pour créer des objets, tout ce qu'on veut en fait, on peut tout créer. De toute façon, Minecraft, c'est un peu le Lego du jeu vidéo, c'est fait pour construire ce que vous voulez. Ouais, donc on peut effectivement construire des jeux de rôle avec des Lego. J'y avais pas pensé non plus. Minecraft, moi je suis pas fan de Roll20. Je suis pas fan de Roll20 parce que je trouve ça un petit peu trop aseptisé. Moi je suis un adepte du papier, etc. Minecraft, pour moi, ça m'a permis de partir sur l'informatique. Roll20 c'est différent. J'y ai joué avec les lignes de vue et la lumière. Quand tu as tes joueurs qui sont un petit peu. Ça s'appelle les lignes de vue, enfin la lumière, c'est l'image de guerre, voilà, entre autres. les écrans apparaissent dans en mode actif, vraiment en mode actif. C'est vraiment qui dévoile. C'est en fait chaque personnage étant séparé. Donc comme on avait un draw qui voyait super loin et d'autres qui n'avaient pas de sort de lumière ou beaucoup moins loin. Bien séparé, l'avantage qu'il y a, c'est vrai que quand tu dessines un plan, soit le mec doit le jouer, soit faire des choses. Là, ils se sont retrouvés devant chacun un écran, donc avec description bien sûr que je donne au fur et à mesure des pièces, mais à lui de décrire ce qu'il voyait au niveau du labyrinthe, puisqu'il était devant, puisqu'il voyait plus que les autres. Ouais. Donc il faut savoir jouer avec les deux. Ouais. C'est plus complet sur Roll20 là-dessus, j'ai remarqué. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que sur Minecraft, du coup, comme dans Roll20, alors évidemment c'est pas aussi poussé, mais il y a des sortes d'effets de blindness, d'accouplement, etc. Mais contrairement à sur une table où on dessine, et pareil, les joueurs vont pas voir derrière un mur dans le jeu. Et du coup, il y a aussi cet avantage. Mais c'est vrai que sur Roll20, c'est très poussé.
Mais c'est très poussé dans la version payante par contre, si je dis pas de bêtises. Roll20, moi je l'utilise aussi, il y a une version. C'est déjà ce qu'il faut savoir avec Roll20, ce qui rend pratique, c'est que c'est un site web. Donc il n'y a pas besoin d'installer un logiciel, il n'y a pas besoin de connaissances informatiques. Tu tapes roll20.net, tu crées un compte, tu lances la partie. En mode MJ, en mode joueur, c'est à la portée de n'importe qui. À partir du moment où on sait allumer un ordinateur, pas besoin d'être informaticien ou développeur, c'est facile. Par contre, ils ont effectivement une version communautaire qui est gratuite avec les fonctionnalités de base. Moi je m'en sers, ça fait depuis des mois et des mois que je fais jouer un cousin qui est en Lorraine avec et ses potes, ça marche bien. Et ils ont fait effectivement une version pro avec un abonnement qui est relativement pas donné quand même, dans laquelle ils rajoutent de la lumière dynamique. C'est cool, je crois que ça coûtait 5 € par mois. Peut-être que vous avez lu près l'année. Ouais, ça fait 100 €, 199 $ à l'année. Ah là, t'as pris la version super pro alors. Ah oui, non. Entre-deux, ouais. Non, moi j'ai pris la version, j'ai regardé pour la version ultime pour faire de la création de fiches de perso en fait. Comme je crée un jeu maison, à un moment je me suis dit tiens, Roll20 ça existe. En fait, ils font des templates dans Roll20 pour les différents jeux. Au lieu t'as une fiche de perso et en fait t'as déjà toutes les macros, tout est prêt. Par exemple, si tu joues à Donjons et Dragons, tu vas avoir directement toutes les caracs et quand tu appuieras sur une carac, sur une compétence, ça va lancer l'idée de la compétence. Justement, moi, c'était la question que j'allais poser aux auteurs que vous êtes, et l'un et l'autre, soit en auto-édition, soit à travers l'éditeur. Est-ce que vous commencez, vous, dans votre on va dire, processus créatif, à aller vers ce genre de médias ou pas? Alors, non, j'y suis allé par accident. Moi, j'y suis allé par accident. Je crée mon jeu, je le fais jouer, puis comme les gens avec qui je voulais faire tester n'étaient pas là, j'ai testé Roll20 et je me suis rendu compte que mon système de combat sur Roll20 ça marche pas. En papier ça marche très bien, mais sur Roll20 ça marche pas bien. Je comprends pas pourquoi ça marche pas du tout. Qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté? Tu te rappelles, on a joué hier, tu sais, tu compares les dés un à un. Oui. Sur une table, c'est très visuel, quand on fait tout ce qui est conflit. Oui, non, mais ça veut pas dire que ton système ne marche pas dans l'absolu, c'est juste que sur le support informatique. Sur le support Roll20, je sais, j'ai pas encore trouvé comment faire pour comparer les dés un à un. Il n'y a pas de comparatif. T'as une macro qui lance les dés, t'as les dés qui s'affichent, l'autre qui lance les dés, et c'est galère. Alors que sur table, tu prends ton dé le plus haut, tu le mets là, tu prends le dé le plus haut de l'adversaire, tu le mets là, ainsi de suite, et en 10 secondes. Et je crois que tu vas le retrouver aussi avec d'autres jeux de rôle qui ont des fonctionnements par rapport à des dés qui sont très particuliers ou très cas particuliers dans ta situation. Ah non, mais moi j'ai même abandonné l'idée de le mettre sur ce genre de support. Ah mais faut griller, mais pour l'instant dans l'état ça fonctionne pas bien. Ça se développe. On va probablement voir apparaître des jeux de rôle qui sont conçus pour Roll20 dans l'autre sens. Après effectivement, ça se développe, c'est-à-dire qu'il y a des développeurs qui peuvent très bien développer des fonctionnalités pour des jeux de rôle spécifiques, je pense. Ça se fait. Je pense qu'on moi à mon niveau, j'ai pas songé en fait à le transposer dans ce type de support. Maintenant, en tant qu'auteur, moi, je sais que je suis resté entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire que j'ai une table régulière où je fais tester ce que je fais, etc. Et j'ai les conventions où je rencontre beaucoup de joueurs, donc pour l'instant ça me suffit. Mais effectivement, si les joueurs avec qui je voulais faire jouer régulièrement étaient aux quatre coins de la France, bah, je m'y serais mis sans problème. Et par extension, je pense que les éditeurs ont tout à gagner à s'y mettre aussi, parce que imaginons un éditeur est intéressé par un autre qui est très 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 loin, bah, il dit est-ce que tu peux m'organiser une partie avec des testeurs de l'équipe de l'éditeur, et puis ça se fait, et puis c'est possible, alors qu'il y a des années je pense que c'était même pas envisageable. Puis je pense qu'au-delà on va devoir terminer, je crois que l'heure tourne, que ça fait pratiquement une demi-heure qu'on va avoir fini. Ah merde, on a commencé en retard. Donc il va falloir terminer, le mot de la fin pour l'un et l'autre. Moi je pense que le choix du mot d'édition il dépend un petit peu de l'œuvre qu'on a à proposer. Et puis ça dépend aussi de choix individuels et de maturation de projet et de conviction et de voilà, donc c'est vraiment des choix très personnels qui ont été faits. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de bon et de mauvais choix. On en a beaucoup discuté tous les deux, lui il est par l'éditeur, moi je suis en auto-édition, j'en discute encore à l'édition indépendante. Je pense que de toute façon, faut pas, si jamais vous êtes auteur et que vous savez pas trop, faut pas vous dire oh mon dieu faut que je choisisse. Déjà c'est pas forcément définitif. Si jamais un éditeur vient un jour me voir, oui, ton jeu il nous plaît énormément, on veut tout mettre dessus, bah, j'y réfléchirai. Oui, à l'inverse, ton prochain jeu, tu vas peut-être faire l'auto-édition parce que voilà, tu te sentiras plus. C'est pas définitif et il n'y a pas de mauvais choix. Et on peut considérer que l'édition via Roll20, c'est-à-dire qu'en gros, je sais pas, mais en gros, comme tu disais, les jeux s'adapteront du coup à Roll20 ou des choses comme ça, c'est possible. Je pense que c'est possible et je pense même qu'à un moment, où Roll20 devient de plus en plus populaire, à un moment où un jeu sort et il n'y a pas la fiche de template dans Roll20, ça va être dommage. Quelqu'un qui achète un jeu, qui veut jouer sur Roll20, il lance une partie de Roll20, il voit dans la liste des jeux qu'il n'a pas son jeu. Il y a toujours des passionnés qui vont le créer. Enfin,
Moi, je viens ça dépend si le jeu. Après, c'est le ressort qu'a un éditeur, c'est-à-dire qu'un éditeur il peut dire Roll20 est hyper célèbre. Moi je considère que ton système, aussi particulier soit-il, il faut qu'on l'adapte. On l'adapte et on trouve les ressources pour le faire. Mais aujourd'hui, il y a des éditeurs qui font des applications pour là, c'est plus le jeu de plateau peut-être, mais qui font des applications pour qu'un jeu de plateau puisse tourner avec. Dans mon jeu de rôle, FFG, dans le jeu de Star Wars avec les dés spéciaux, ils ont fait une application pour ceux qui n'ont pas les dés. Ils ont des dés spéciaux, ils ont une application. Donc, oui, effectivement. Qui est payante. Ils ont fait une payante. Elle est payante. Attention, il y a une application. Il y a une application Star Wars. Elle est payante. Ah, sur Star Wars FFG, j'ai la version gratuite et tu peux. Alors par contre, il y a des fonctionnalités que t'as pas, mais t'as une version gratuite. Une version 2. Bon, il me semble qu'elle est gratuite. Pas de la conférence, je laisse la conversation pour toi. Merci. Darling, when that train roll up and out, I come walking out, when that train roll up and out, I come walking out.